coming. The angels are coming for you, but listen, your life could depend on this. Don't blink. Don't even blink. Blink and you're dead. They are fast, faster than you could believe. Don't turn your back. Don't look away and don't blink. Good luck. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la Watchlist, l'émission qui vous parle de séries télé, de science-fiction, de fantasy et de fantastique. Moi, c'est Justine et je suis en compagnie de Briac. Bienvenue Briac. Hello. Comment vas-tu ? Ça va très bien. C'est chouette et on va pouvoir parler aussi avec Guillaume qui nous a rejoint pour cet épisode. Salut. Ça va bien ? Ça va, écoute, on va parler d'une série que j'adore, donc je suis heureux. Magnifique, c'était l'occasion. L'année dernière, à cette époque de l'année, nous avions proposé une émission sur les épisodes spéciaux d'Halloween et l'exercice nous avait clairement bien plu. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder ou à écouter cette ancienne émission si ce n'est pas déjà fait. Et fort de tout cela, nous revenons donc cette année, en 2024, avec une toute nouvelle trilogie de Watchlist Halloween Special pour vous parler cette fois, donc pas tant d'épisodes spéciaux, mais d'épisodes qu'on pourrait regarder le soir d'Halloween, histoire de vous proposer quelques suggestions de séries pour les jours qui viennent. Donc, dans cette watchlist, Guillaume, tu as eu la très très bonne idée de nous proposer l'épisode 10 de la saison 3 d'une petite série très peu connue qui s'appelle Doctor Who, l'épisode intitulé en version originale Blink ou dans la version française Les Anges Pleureurs. Mais effectivement, ouais, très bonne idée, très originale aussi. Non, c'est faux. On va le voir juste après. C'est un classique. Alors, perso, quand je pense à Halloween, moi je pense monstre emblématique. Peut-être parce que c'est souvent une source d'inspiration pour des choix de costumes, notamment quand on va piocher du côté des slashers. Voilà, on pense le masque de Scream, on pense à Freddy, on pense au film Halloween. Et quand on regarde par ailleurs, en parallèle, du côté des tops d'épisodes de séries à regarder pour Halloween, parce que oui, ça existe évidemment sur Internet, Blink revient assez souvent comme l'un des épisodes les plus effrayants de Doctor Who, alors que tout le monde sait que c'est des Empty Child ou Drôle de mort en VF, avec ces personnes dont le visage devient un masque à gaz. Bref, c'est vrai. Regardez cet épisode si ce n'est pas fait. Il est horrible. Mais, en effet, Blink est un épisode emblématique parce qu'il introduit justement un des derniers, un des plus récents, même si ça commence à remonter, mais monstres devenus cultes dans la série, les fameux Anges Pleureurs. Blink, c'est donc l'épisode 10 de la saison 3 de l'ère dite New Who, diffusé le 9 juin 2007, réalisé par Hattie McDonald, scénarisé par le très connu Steven Moffat, qui est devenu ensuite showrunner de la série sur quelques saisons, et qui nous raconte l'histoire de Sally Sparrow, incarnée par la très connue maintenant Carey Mulligan, qui, en explorant une vieille maison abandonnée, va découvrir sur un mur un message lui étant adressé, et de mystérieuses statues d'anges se cachant le visage et qui semblent se déplacer quand on ne les regarde pas. Bon, le pitch est très Halloween quand même, vous en conviendrez. En tout cas, très truc concept qui fait un petit peu peur. Et effectivement, pour donc l'avoir re-regardé à nouveau pour les besoins de cette watchlist, je confirme, Blink a été et reste encore aujourd'hui un excellent épisode de Doctor Who. Déjà, le concept horrifique, il est fort et il est bien mené. Voilà, cette espèce d'idée d'un tueur très lent, mais qui petit à petit s'approche de vous pour porter un coup fatal, ça marche très bien. Il y a une tension qui se développe de ça, qui est efficace, et qui se crée à quelques occasions et à quelques scènes de regard entre deux portes et de tension, et là-dessus, l'épisode fonctionne très très bien. Et effectivement, ça m'avait fait penser, et voilà, allez voir ça si vous ne connaissez pas, parce que c'est très drôle. Ça me fait penser à une très vieille vidéo disponible sur YouTube notamment, qui s'appelle The Spoon Killer. Voilà, c'est un tueur en série, un tueur démoniaque plutôt, qui tue quelqu'un, qui tue les gens, mais à la cuillère. Et ils Ça n'a font aucun sens. tout un délire autour de ça, et en fait ça marche trop bien, c'est trop drôle, et à la fin tu te dis vraiment ah oui mais c'est horrible comme concept en fait. La pauvre victime en fait. Donc voilà, déjà effectivement ce concept de tueur très très lent et tout ça, ça marche bien. En plus c'est un concept méta quelque part, puisque ça brise le quatrième mur, puisque nous, les spectateuristes, nous sommes intégrés au fonctionnement des anges pleureurs. Comme les personnages, nous ne voyons pas bouger les anges, ou alors s'ils bougent, c'est que c'est hors champ, ou lors d'un clignement d'œil des personnages, ou d'un changement de plan. Voilà, il y a vraiment une perméabilité diégétique sympathique entre la série et nous. D'ailleurs, qui se perdra un peu, et ça c'est dommage, quand Doctor Who développera le concept des anges pleureurs, parce que comme je l'ai dit, c'est un monstre qui est devenu culte, et donc qui est revenu ensuite dans plusieurs autres saisons, et petit à petit, ils dénatureront un petit peu ce concept de monstres qu'on ne voit pas bouger,
que quand c'est dans le noir ou quand on regarde ailleurs, quoi. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc où nous, en tant que spectateurs, on est aussi participants du mouvement au nom des monstres, ce qui est voilà, hyper cool. C'est une idée d'ailleurs absolument effrayante qui conclut l'épisode puisque on suggère finalement que toutes les statues du monde pourraient être des anges pleureurs. Le côté un peu méta va jusque là, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a regardé l'épisode et qu'on sort dans la rue, on commence à regarder un peu les statues de notre ville d'un autre œil et on se dit putain mais ça se trouve et si c'était vrai. Et ça je trouve que c'est aussi un bon concept un peu d'épisode d'Halloween ou d'épisode un peu à la 4e dimension, quoi. Ce côté un peu et si c'était vrai et si ce qu'on vient de voir s'exportait dans la réalité. D'ailleurs, petite question pour vous, est-ce que vous pouvez deviner, j'espère que vous n'avez pas trop lu le conducteur. Ça, c'est la partie quiz, j'ai pas révisé. C'est ça, de quoi s'est inspiré Stephen Moffat pour ce concept des anges? Toy Story. Non, mais moi, je voyais c'est les mains sur les yeux, en fait, qui me font un peu penser à un côté très 1, 2, 3 soleil, tu vois, les jeux comme ça où il faut pas regarder. Exactement. Mais Et c'est exactement ça, c'est effectivement, il s'est inspiré du jeu donc Statue, c'est son nom a priori en anglais. Nous on le connaît un peu plus en effet sous le nom de 1, 2, 3 soleil, voilà, il faut pas bouger, la personne se retourne et la personne qui est vue en train de bouger a perdu. Un concept d'ailleurs qui a été un petit peu remis au goût du jour dans une série assez récente qui a fait un carton mondial qui est Squid Game, hein, cette tête de robot qui se tourne et la personne qui a perdu se prend une balle dans la tête, c'est un petit peu plus définitif que 1, 2, 3 soleil. Voilà. c'est radical comme jeu, hein. Assez violent. Et voilà, Stephen Moffat, lui, il avait été assez marqué dans le mauvais sens par ce jeu, parce qu'effectivement, en vrai, quand on regarde des images de ce jeu, quand on se met un peu à l'extérieur, on voit un groupe d'enfants qui ne bougent plus. Et il y a un côté effectivement très graphique, très inquiétant de ces personnes qui, tout d'un coup, ne bougent plus, figées dans leurs mouvements, tels des statues. C'est toujours intéressant cette fascination entre l'enfance et Halloween et tout ce qui fait peur. Et tu vois comment, à partir de concepts qui paraissent très anodins ou très justement enfantins, on arrive à détourner ça pour se faire peur. Enfin, C'est ça. Et à quel point nous sommes tous traumatisés par une chose de notre enfance, potentiellement anodine pour plein de gens. Faisons notre thérapie collective. Dites-nous en commentaire, effectivement, qu'est-ce qui vous aussi vous a traumatisé, comme par exemple la macédoine de légumes à la cantine. Bon. Ah ouais, carrément, tu vas direct dans les démons de Faites un niveau 2. épisode Halloween special sur la macédoine de légumes, je suis sûr que ça traumatiserait plein de gens. Mais en tout cas, voilà, au-delà de leur mode opératoire, qui est déjà assez original, le fait que il y a un autre truc qui est très cool, c'est que les anges ne tuent pas quand ils touchent une personne. Voilà, il y a un petit twist par rapport à ça. On est dans Doctor Who, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils le renvoient dans le passé. Aléatoirement, hein. Il n'y a pas de date précise, c'est voilà, paf, tu tombes dans le passé, t'es en 1920, t'es en 1969, peu importe. Et je trouve ça assez élégant comme concept, c'est à la fois assez anticlimatique par rapport à la narration, parce que c'est pas gore, c'est pas spectaculaire, la personne juste disparaît, et en même temps c'est absolument horrible quand on y pense, puisque ces gens ne reviendront jamais. Et voilà, ces gens dans le passé devront recommencer leur vie loin de leurs proches et donc sont pour la plupart morts au moment du présent de l'épisode. Donc il y a un côté comme ça très définitif. Et d'ailleurs, c'est de ça que se nourrissent les anges pleureurs, de ces potentiels jours perdus que leurs victimes n'auront jamais, quoi. Donc il y a un côté assez poétique comme ça, un petit peu élégant que je trouve aussi dans ce monstre. Cet épisode est vraiment très cool aussi parce que étrangement, c'est un épisode où on voit très peu le docteur. D'ailleurs, je trouve que on aurait pu le voir encore un petit peu moins, que l'épisode aurait été encore meilleur, puisque finalement, on va le voir à un moment donné quelque part en chair et en os, et je trouve ça presque dommage, parce qu'en fait, le docteur, dans cet épisode, on ne le voit qu'à travers des écrans de télé, quasiment donc, ce qui renforce cet aspect méta dont je parlais un peu plus tôt. Nous-mêmes, on regarde à travers un écran des personnes qui, elles-mêmes, avancent dans l'intrigue en regardant une vidéo sur un écran. Donc plutôt cool, et c'est une logique d'ailleurs, anecdote amusante, que la BBC poussera jusqu'à inclure un bonus caché dans la version DVD de l'épisode, sous la forme d'une vidéo du docteur qui vient rajouter un petit complément, on va dire, tout à fait peu important, mais voilà, qui est très sympathique par rapport à l'épisode. Le petit truc que je trouve dommage par rapport à cette watchlist Halloween Special, c'est que au final, en regardant, là où, rappelez-vous, je disais que c'était un épisode qui ressortait souvent dans les tops d'épisodes d'Halloween, c'est que pour moi, cet épisode, il fait pas peur du tout. Enfin, il fait vraiment pas peur. Déjà parce qu'il faut attendre quasiment la moitié de l'épisode avant que ça commence à vraiment devenir un peu dangereux pour le personnage de Sally. Et aussi, mais c'est peut-être plus personnel, à cause de la musique.
que j'ai trouvé vraiment trop thriller d'action. Quand l'héroïne avance dans l'intrigue et découvre un truc, tout d'un coup, tu as une musique qui part très années 2000, un peu électro, un peu rock, un peu très qui te sort vraiment du truc. En tout cas, moi ça m'a cassé vraiment cet aspect inquiétant qu'il pouvait y avoir par ailleurs. Et voilà, qui du coup, je trouve, enlève des amorces. On en parlait dans d'autres watchlists, notamment par rapport à Evil. Il y a des dispositifs comme ça qui, des fois, désamorcent un peu le côté horrifique de certaines scènes. Bon, bah là, la musique dans Doctor Who, dans cet épisode, en tout cas, c'est le cas. Et ça, et aussi l'humour, quand même. Voilà, encore une fois, on est début des années 2000. L'humour à cette époque-là, ben, ça a un petit peu changé quand même. Et là, on est encore avec un humour un peu lourd à base de mecs qui se baladent à poil et de drague un peu inopinée, un peu non demandée, hein, clairement, parce que quoi, la personne est mignonne et voilà. Donc ça, c'est dommage, ça teinte un peu, ça marque un peu l'épisode dans le temps. Mais mis à part ça, effectivement, je trouve qu'il fonctionne très très bien. Déjà comme un très bon épisode de Doctor Who et un monstre qui donc deviendra culte par la suite et dont beaucoup de gens se souviendront. Et voilà, comme un épisode d'Halloween parce que, on l'a dit aussi, Halloween c'est pour s'amuser en se faisant peur, hein, mais sur un mode aussi assez divertissant. Donc cet épisode il remplit bien cet office, je trouve. De votre côté, Justine Briac, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode ? Est-ce que vous êtes des Whoviennes convertis et donc aviez une très très bonne mémoire de cet épisode ? Est-ce que Justine... Je peux laisser Briac parler d'abord, puisque j'ai beaucoup de traumatisme, moi, avec cet épisode. D'accord, très bien. Alors moi, je l'avais pas revu depuis longtemps. Je l'ai vu, j'ai dû le voir quand ça passait à la télé sur France 4. Je ne sais plus qui passait ça en France. Ouais, France 4 Doctor longtemps. Who. Ouais. Et moi, en fait, Doctor Who, je m'y suis... Donc j'ai vu quand même toutes les saisons, mais je me suis vraiment mis à partir de l'ère Moffat, où j'ai commencé à acheter les DVD à l'époque. Et j'ai vraiment commencé à vraiment tout regarder bien. Puis après, j'ai rattrapé. Mais je Avec l'ai Matt pas... Smith, du coup. Ouais. Et je l'avais pas... J'avais pas revu depuis un moment, Blink. Donc c'était sympa de le revoir. Mais aussi de constater, bah, justement, toi, tu nous parlais d'un petit manque de peur, peut-être d'atmosphère, travail. Bah, c'est vrai que ces 4 premières saisons, surtout les 3 premières, c'est assez violent le manque de moyens à l'époque sur Doctor Who. Ça a très mal vieilli, mais déjà à l'époque, c'était fauché. Et on se dit, waouh, c'est dommage qu'il l'ait fait à ce moment-là, parce que peut-être que, genre, dès la saison 5, il y a un palier qui est franchi. Ah, ils auraient pu faire encore mieux. Murray Gold, la musique est mieux, la mise en scène est mieux. Ils changent de caméra, ils sont plus. Je sais pas ce que c'est que ces caméras. Mais oui, il y a un petit manque. Disons que le travail stylistique n'est pas à la hauteur des idées de l'épisode. Il y a un côté kitsch quand même. Oui, mais il y a un plaisir. Mais en fait, comment dire ? Je dis ça, je prends quand même plaisir parce que tu aimes Doctor Who, tu aimes ça. Mais tu dis, il y aurait peut-être pu avoir encore mieux. Et je trouve justement, tu parlais un peu du travail sur notre regard de spectateur par rapport aux anges, etc. Pour moi, il manque à la rigueur, mais bon, c'était pas absolument nécessaire, mais un travail encore plus autour justement, de la mise en scène, du regard, et de la mise en scène par rapport aux anges. Il y avait tout un truc à faire par rapport à la matière filmique et ce rapport au regard, ne pas regarder, qui est absent de l'épisode, mais c'est en demander beaucoup aussi pour quelque chose qui veut avant tout être une super histoire pulp et qui est très bien réussi pour ça. Et ce qui me plaît beaucoup aussi, on l'a dit, c'est les anges, qui sont quand même une super création. Enfin, c'est rare de voir un monstre qui pourrait vraiment devenir un classique, en fait. L'idée même, enfin, c'est génial, c'est un monstre où tu es toi-même responsable de son arrivée. Parce que c'est toi, en ne le regardant pas, qui le fait arriver. Donc, c'est pas un monstre où tu peux pas barricader, il va arriver parce que toi, tu as fait quelque chose. Et ça, c'est déjà, l'idée est super. Et on pourrait même imaginer une série de films d'horreur basée sur les anges, quoi. Ça fonctionne super bien. Et là où on voit que c'est un épisode de Steven Moffat, c'est que en plus de ça, on a une histoire de voyage dans le temps super compliquée. Et donc là, on est vraiment sur du Moffat. Alors je précise que moi, j'adore Steven Moffat. Je fais partie justement... je sais que chez les fans de Doctor Who, il y a parfois du rejet de l'ère Moffat ou de l'écriture Moffat, et je suis tout à fait conscient de ses faiblesses, mais je trouve que il a toujours des concepts super excitants. Il sait créer un vraiment crescendo dans l'action, et il sait toujours très touchant. Je trouve que c'est quelqu'un qui sait vraiment faire des moments d'émotion très justes, c'est ce qui me plaît énormément chez Moffat, même quand il se plante, comme la saison 4 de Sherlock, c'est pas grave,
j'aime quand même beaucoup Steven Moffat. Et là, c'est vraiment typique de... Non, mais c'est vraiment pas bien la saison 4 de Sherlock. On est d'accord. Mais après, tu vois, Je pouvais pas te laisser dire ça. Non, mais je dirais, même s'il se plante parfois, j'aime quand même ce mec et il a fait Dracula il y a quelques années, j'avais trouvé ça vachement intéressant aussi. Mais toujours est-il que ouais, c'est du Moffat tout craché où ouais, tu te dis ça aurait pu être vraiment très simplement juste 16 anges et survivre. Et non, il nous a fait un truc hyper. Et puis tu essaies de reconstituer l'épisode. Alors pourquoi ils ont eu besoin de faire ça à ce moment-là et comment on arrive au truc. Alors en plus, on a la fameuse réplique du docteur, j'oublie tout le temps, mais timey-wimey, mais en gros, le moyen d'un petit peu de. Je veux dire, réfléchissez pas trop à ça, quoi. C'est je sais quoi, c'est Jérémy Bérémy dans The Good Place. C'est la même idée. Ouais, réfléchissez pas trop. C'est pas grave. Wibbly, Si wobbly, timey-wimey. c'est ça, voilà. Si tout fonctionne pas, c'est pas grave. Vous pouvez pas tout comprendre de toute manière. Mais en même temps, c'est ça qui fait le plaisir de l'épisode. C'est qu'on a d'un côté quelque chose qui pourrait être je sais pas, une grande nouvelle fantastique du début du XXe siècle, un petit peu un classique des nouvelles de fantômes. Je cherche un exemple d'auteur. Bref, oui, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, cet aspect Doctor Who, voyage dans le temps, hyper bien construit, avec le côté absence du docteur qui est super intéressant. Donc ouais, un épisode très riche, plein de surprises. Et en même temps très abouti. Et moi après j'aime bien aussi, tu les as évoqués, mais les autres épisodes où apparaissent les anges, je les trouve assez intéressants aussi, même si je ne les ai pas revus. Ok. Donc peut-être voilà. Mais j'avais le souvenir du deuxième qui la joue un peu à la Aliens, ou après le premier qui était plus entre guillemets horrifique. Là on va avoir plus un aspect militaire, plus d'anges, plus de tout, C'est ça. et qui était assez fun. Et aussi le fait que ce soit lié à un épisode très important, je crois que c'est The Angels Take Manhattan, je crois que c'est ça qui va être lié à la derniers épisodes de Compagnons du Docteur, et Emblématique, qui est ouais. assez touchant dans mes souvenirs. Avec un ange pleureur, je vous laisserai découvrir. Oui, Mais là, c'est tu vrai. te dis, oui, effectivement, tout est possible. C'est tout là-dessus. Mais donc, oui, donc c'est un bon revisionnage de Blink pour moi. Ravi de revoir cet épisode et tout pour toutes ses qualités. Après cette explosion de termes laudatifs, je vais, moi, arriver avec mes gros sabots. Non, en fait, je suis très... J'ai un rapport très ambivalent à cet épisode spécifiquement. Je pense que c'est un très bon épisode de Doctor Who, surtout justement sur la réflexion sur la construction du temps et justement à la fois ce rapport à la fois très sérieux, très complexe et en même temps très décalé que le Docteur a à la construction du temps et qui apparaît là vraiment ponctuellement mais qui va avoir des enjeux décisifs sur la vie de plein de personnages. C'est un épisode qui est marquant aussi sur, je pense, les implications. On a beaucoup parlé des anges eux-mêmes, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais sur les implications énormes en fait que peut avoir le passage, alors soit des monstres, soit du Docteur dans la vie des gens. Là, on se retrouve avec des personnages qui attendent toute leur vie pour transmettre une lettre, pour transmettre un message, voire à leurs descendants, etc. On a des conséquences très lourdes de personnages dont la vie est ruinée, même s'ils te disent qu'ils ont reconstruit leur vie, etc. Voilà, quand t'es un homme noir ou une femme que tu te retrouves projeté dans le passé, ça doit pas être fun tous les jours, si tu veux. Voilà, celle qui arrive en 1920, tu dis « Ah, bah c'est super, récession, et puis on a une guerre. » Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Donc tu vois... Donc tu dis, ouais, à la limite, tu réfléchis un peu au truc, tu dis, je vais pouvoir investir dans les premiers projets de bourse ou des choses comme ça, et que je vais pouvoir gagner de l'argent à la limite. Mais voilà, il y a une implication humaine qui, je trouve, est régulière en fait dans Doctor Who et qui là apparaît un peu trop rapidement à mon goût. Tu vois, tout ce côté, cette implication de l'humain et de tous les sacrifices que font ces gens pour transmettre un message aux personnages. Tu vois, c'est des choses que le côté humain qui me manque un peu parfois. C'est un épisode que j'aurais effectivement pas forcément mis dans la liste des épisodes d'Halloween, comme on disait, même si ça reste extrêmement marquant hein, dans le panorama de la série. C'est, je pense, clairement un épisode qui possède un statut un peu à part dans la série et dans l'impact que ça a pu avoir sur le public et sur la critique. Un aspect, j'ai effectivement, voilà, moi il y a des petites choses qui me manquent, ce côté un peu plus méta sur le rapport au regard et aux écrans, etc. Parce qu'il y a des choses très très cool qui pourraient être faites, mais en même temps il y a déjà beaucoup de choses dans l'épisode, donc ils peuvent pas non plus faire un épisode qui dure 4 heures. Donc voilà, il y a des choix intéressants. Il y a une grosse focalisation, je trouve qu'on néglige parfois, une grosse focalisation sur l'être humain.
parce que Docteur a fait vachement confiance, quand même, aux gens qui vont attendre 40 ans, 50 ans, 60 ans pour transmettre une lettre au bon moment. Voilà. Essayez d'organiser le moindre truc et voyez si juste pour un rendez-vous dans une semaine, ça va bien marcher. Imaginez un rendez-vous dans 60 ans. Voilà, moi j'aimerais bien Toi, plus envoie-toi dépasser- toi-même une lettre que tu écris, que tu te dis je l'ouvre dans 10 ans. Dans 10 ans, est-ce que tu seras encore capable de la retrouver chez toi? C'est ça, bah voilà quoi. Donc imagine, ce côté un peu humain me manque un peu. La réalité, tu vois, Ouais, ouais. matérielle de ce que ça impliquerait ce voyage dans le temps. Mais, et j'en viens au mon gros point noir sur Blink et sur les anges pleureurs, c'est que je fais partie de ces gens qui sont ce qu'on appelle le agalmathorématophobes. C'est un concept, c'est la peur que les statues se mettent à bouger. Incroyable. C'est une phobie qui existe, qui est extrêmement bête, comme beaucoup de phobies contemporaines, et qui, dans le cas d'un épisode comme ça, ne me réjouit pas, tu vois. Alors, l'avantage, Très c'est que... spécifiquement pour toi, du coup. Là. Ouais. Alors, je vous cache pas que dans la vie de tous les jours, je m'en sors pas trop mal, hein, si tu veux. C'est pas une phobie qui me terrorise. Mais dans le premier épisode avec les anges, à la limite, comme tu le disais, on les voit pas bouger. Mhm. Donc, ça passe. Et je t'avoue que j'ai revu l'épisode avec beaucoup d'appréhension, en me disant je vais être traumatisée toute la nuit, etc. Ça passe parce que effectivement, la construction fait que tu les as uniquement de façon figée et t'as pas cette mise en mouvement de la pierre, Mhm. si tu veux. Donc, sur le premier épisode, ma phobie tient le coup. Mais clairement, moi, je vais pas revoir les prochains, en fait. Je revois pas les prochains où t'as les anges qui apparaissent un peu plus, etc. Ça fait partie des monstres de Doctor Who qui m'ont le plus traumatisée. Alors voilà, je fais ma thérapie personnelle avec vous. Donc écoutez, c'est bien d'en parler. Mais c'est quand même la preuve que c'est un épisode extrêmement marquant et qui a un impact aussi à plein de niveaux. Mais moi, je suis assez fascinée comment ça peut avoir un impact très personnel, en fait, sur... des phobies à la con qu'on a dans la vie de tous les jours. Et voilà, donc là, clairement, Doctor Who cible très très bien mes propres angoisses. Donc, ce n'est pas un épisode d'Halloween, mais il me fait bien peur pour autant. Donc écoute, mission accomplie, j'ai C'est envie ça. de dire. Voilà. Ok. Donc si vous voulez vous moquer des phobies ou autres, c'est le moment. Faites-vous plaisir. Ouais, écoute, déjà, effectivement, enfin, c'était une. Moi, j'apprends ce mot et cette phobie. Après, j'imagine qu'effectivement, de toute façon, il y a des phobies pour beaucoup de choses dont on ignore, qu'on ignore. Donc voilà, mais incroyable. Donc voilà, l'agalmathorémaphobie, la peur que les statues Maintenant, se mettent à j'aurais parler appris et à quelque bouger. chose. Je ferai gaffe maintenant, promis. La grosse angoisse, c'était sur les places de marché, etc. Les gens Ah, oui. déguisés en statue. Ah, Tu ouais. leur mets une, Ouais, tu leur mets ouais, une pièce ou un truc et ils se mettent à bouger. Non, ça c'est une horreur de ma vie. Ok, très bien. Toi, c'est pas les mimes que tu détestes, mais les Tin Man et les gens. Non, j'ai un rapport beaucoup plus distancié aux mimes, ça va. Bon, on annule le musée Grévin qu'on avait prévu pour ton anniversaire, du coup, Ouais, on fait pas ça. Bonne remarque. Avez-vous d'autres choses à ajouter pour conclure sur Blink? Moi, je rajouterais juste, mais pour faire écho à des choses que tu as dit, c'est que, à la rigueur, s'il y a quelque chose que j'aime moins dans l'épisode, c'est effectivement l'écriture des personnages. Alors, par exemple, là, j'ai oublié le nom de l'héroïne, Sally. Non, Ouais, je sais c'est plus ça, comment ouais. elle s'appelle. Sally Qui est jouée Sparrow. par Carey Mulligan, qui pour moi est un personnage simplement par l'interprétation de Carey Mulligan, qui est une excellente actrice, mais que le personnage n'est pas caractérisé du tout. Genre, je peux rien vous dire sur elle, à part qu'elle aime bien se balader dans des maisons abandonnées, elle le dit au début. Et Qu'elle a voilà. 17 DVD. Et voilà. Déjà, c'est une personne peu recommandable, elle s'est demandé cette DVD. Mais il manque un truc, et même tous les autres personnages qu'on croise, il manque d'un peu de chair, un peu de quelque chose. Mais en même temps, l'épisode fait 41 minutes, et tu as déjà dit, ils ont pas beaucoup, ils ont un concept déjà qui est à la fois original, hyper compliqué, une boucle temporelle à nous mettre en place. C'est fort. Donc je peux pas vraiment vouloir à l'épisode, mais disons que voilà, s'il faut chercher, c'est peut-être ça. Mais c'est ce qui rejoint ta réflexion, Justine, sur le coût humain un peu de ces plans qui doivent absolument tenir pour que la boucle fonctionne et que le TARDIS soit sauvé. Ce serait le petit défaut, voilà, de l'épisode pour moi, effectivement. Tout est très à travers l'histoire et le concept, et les autres choses passent un peu au second plan. Pourtant, étrangement, il avait été a priori proposé à Carey Mulligan de devenir du coup compagne de voyage du Docteur.
Le Docteur est un personnage qui voyage avec beaucoup de personnes différentes et qui se renouvellent au fur et à mesure des saisons. Et il aurait été possible de retrouver ce personnage de Sally parce qu'effectivement, on sent qu'elle a un côté aventureux, c'est presque une des personnes qui s'étonne le moins du TARDIS, quelque part. Ouais. Elle n'a pas le temps. Oui, c'est vrai. Elle n'a pas le temps. Mais ça restera un one-shot pour ce personnage. Et qui, par ailleurs, du coup, voilà, le Docteur à cette époque-là est accompagné par Martha et elle restera encore quelques temps avec Et ça lui. fonctionne bien. C'est ça. Juste pour conclure, ça m'a fait un petit peu penser quand même, hein, tu le disais, s'ils avaient créé ce concept plus tard, Briac. Alors, c'est pas du tout la même chose, mais ce concept d'un épisode de Doctor Who où on voit très peu le Docteur, ils l'ont refait dans la toute dernière saison, qui est disponible sur Disney+, pour le coup, depuis cette année, là, avec Ncuti Gatwa dans le rôle du Docteur. Emily Gibson dans le rôle de sa compagne. Et c'est un peu ce système-là aussi où effectivement on va avoir très très peu le Docteur. Pareil, un univers où le temps a une grande importance dans l'épisode. Donc c'est 73 Yards, je crois, le titre. Et qui est vraiment pas mal, qui est je trouve, un des meilleurs de la saison en cours de Doctor Who, même si j'ai vraiment pas aimé la fin, la toute fin, mais c'est des choses, voilà, on sent que c'est un concept, faire un épisode de Doctor Who sans le Docteur, c'est un concept avec lequel ils ont l'air d'aimer jouer de temps en temps, quoi. Ouais, qui effectivement, une fois de temps en temps, fonctionne bien et apporte un dynamisme un peu nouveau. J'aime bien certaines propositions qu'ils font là dans cette nouvelle version du Docteur. Il y a du potentiel. Merci beaucoup Guillaume pour ces angoisses nocturnes et pour cette recommandation. C'est la fin de cette watchlist Halloween Special consacrée donc à Blink, l'épisode 10 de la saison 3 de la série Doctor Who, actuellement disponible sur Prime Video. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à découvrir bien sûr nos 2 autres watchlists Halloween Special consacré à Scooby Natural, épisode de la série Supernatural, et à October 31st de la série Evil, ainsi que notre émission dédiée à ce format automnal de nos séries favorites qui avait été enregistrée en 2023 déjà et dont les liens sont en description dans ce podcast. N'hésitez pas non plus à vous abonner à l'émission Spoiler, c'est toujours chouette, sur votre fournisseur de podcast préféré, et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire si vous avez envie. On est toujours très friand de vos retours d'ailleurs, et c'est clairement de toute façon la meilleure manière de nous soutenir actuellement, donc merci beaucoup à celles et ceux qui le font. On est à l'écoute de vos suggestions de séries de science-fiction, fantastique et fantasy pour de prochains épisodes du podcast. Maintenant, on retourne à nos séries et on espère que vous allez en faire autant. À bientôt pour de nouvelles watchlists de spoilers. Au revoir. Salut. Bonus. Trax. Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes. Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast Au Panthéon des légendes. Avec une équipe d'experts différente à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Gérald de Rive, Morgane la Fée, Elric de Meldibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des légendes, une émission disponible sur le flux Dommage collatéral, un podcast du label Bonus.